Les États-Unis et le Canada échangent ensemble plus de 750 milliards de dollars de marchandises chaque année, et une énorme partie de ce commerce passe par une seule route, Windsor à Détroit. Jusqu'au printemps 2026, presque tout ce trafic dépend d'un seul pont vieillissant, plus ancien que la plupart des camions qui le traversent. Ce pont, appartenant au milliardaire Manuel Moroun, est maintenant à sa famille. Il contrôle non seulement le passage de camions le plus fréquenté d'Amérique du Nord, mais aussi les boutiques hors taxes à ses extrémités. L'Ambassador Bridge n'est pas seulement une infrastructure, c'est un levier. Un quart de tout le commerce de marchandises entre les États-Unis et le Canada transitait chaque année par leur pont, donnant à une entreprise privée le pouvoir de ralentir, de restreindre, voire de couper la circulation économique du Midwest. Tout dans cette région converge vers un minuscule tronçon d'eau, de terre et de route. La géographie le rend inévitable. Les camionneurs ne font pas un détour pour le paysage. C'est la voie directe qui relie le cœur de la Rust Belt, le Michigan, l'Ohio, l'Indiana, à la ceinture manufacturière de l'Ontario. Il y a certes d'autres chemins de fer et port, mais pour le fret volumineux, urgent et en flux tendu, les camions restent dominants. Et ce corridor en gère la plupart. D'autres points de passage existent, mais ils rallongent la distance, le temps et les coûts, ce que les systèmes en flux tendu ne peuvent absorber. Aucun autre moyen ne permettait de déplacer autant de marchandises aussi vite. Ainsi, pendant des décennies, le corridor était un point de vulnérabilité unique. Les usines n'étaient pas construites autour du pont. Le pont est devenu crucial parce que les usines étaient déjà là. Un simple retard d'une heure peut arrêter des équipes entières ici. L'ensemble de l'écosystème automobile du Midwest fonctionne comme une horloge. Un camion stoppé sur le pont peut interrompre les opérations des usines, fournisseurs et entrepôts. Et cela touche les trois grands. General Motors, Ford Motor Company et Stellantis, dont les usines du Michigan et de l'Ontario fonctionnent en gros comme une seule immense usine séparée par une frontière internationale. Quand les camions s'accumulent sur l'Ambassador Bridge, l'effet domino se propage vite et frappe aussi durement les fournisseurs. Les aciéries de l'Indiana, les usines d'électronique de l'Ohio, les ateliers d'emboutissage partout dans le Midwest, tous alimentent cette boucle. Contrôler ce pont, c'était aussi maîtriser les prix de la nourriture, les coûts de construction et la fiabilité énergétique pour la moitié du pays. Maintenant, la situation change. Le pont Gordie Howe inverse cette dynamique. Les décisions concernant le flux, la vitesse et le coût ne sont plus entre les mains d'une seule famille. Elles font désormais partie du corridor public régulant le passage des marchandises à la frontière. Un simple coup de fil, une mise à l'arrêt ou une fermeture prolongée peut secouer l'économie du Midwest plus vite qu'un ralentissement. Et cela ne concerne pas que l'automobile. L'acier, l'agriculture, l'énergie, tout passe par le même goulet d'étranglement. Ce n'était pas une seule chaîne d'approvisionnement, mais plusieurs industries regroupées sur un point de défaillance. C'est le contrôle de toute une région. Le nouveau passage public change complètement cette dynamique de pouvoir. Plus aucun acteur ne peut désormais mettre la pression sur des industries entières. Les agriculteurs ont un approvisionnement plus stable, les constructeurs des livraisons fiables, et les entreprises énergétiques une meilleure marge de manœuvre logistique. Les camions roulent un plus vite, ce qui soulage plusieurs secteurs auparavant contrôlés par la famille. Les demandes d'un deuxième passage datent de plusieurs années, mais les avertissements se sont accentués après le 11 septembre auparavant. Les camions ralentissaient à peine sur le pont Ambassador. Après, chaque cargaison devait être contrôlée pour détecter les menaces, les explosifs et la contrebande. Le problème, ce pont se trouve dans une zone urbaine dense, sans espace pour s'agrandir. Il n'y avait pas assez d'espace pour installer des scanners à plusieurs voies et des systèmes à rayons X, sans provoquer des embouteillages sur des kilomètres jusqu'au Canada. Alors, les deux gouvernements ont pris les choses en main. Un nouveau pont international public étant prévu. La conception était simple. 6 voies, des connexions directes à l'autoroute, un traitement dédié pour les camions, pas de rues urbaines à traverser, et aucun opérateur privé de péage pouvant opposer son veto aux améliorations. Le but était d'éliminer ce point de défaillance unique une bonne fois pour toutes. Mais ce n'était pas si simple. Cela s'est transformé en une lutte de 15 ans pour savoir qui contrôlerait le corridor. Les Maroons ont combattu le projet avec des procès, du lobbying et des retards. Chaque avancée se transformait en bataille judiciaire ou politique. En 2010, des procès visaient à arrêter le projet et à épuiser les fonds publics, menaçant les industries du Midwest si un deuxième pont brisait le monopole. Le projet est resté bloqué plus de 10 ans. Non pas à cause d'un plan défaillant ou d'un besoin flou, mais parce qu'un intérêt privé, bien financé, avait l'argent et l'influence nécessaires pour se servir du système comme d'une arme contre les infrastructures publiques. Pourtant,
Le projet Gordie Howe n'est pas mort. La construction a finalement commencé malgré le chaos juridique et politique. Les tours se sont élevées. Le tablier a relié les rives. Les tests se sont terminés. L'ouverture est prévue pour le printemps 2026. Après 15 ans de bataille, aucune famille ne le contrôle. Une autorité publique binationale le gère. Pour la première fois, ce corridor n'est pas contrôlé par un seul acteur. Ce changement à lui seul est énorme. Les usines ne planifient plus en fonction d'un seul risque. Les systèmes logistiques ne dépendent plus d'un seul passage. L'ensemble du système passe de fragile à résilient. Le nouveau pont est construit pour la rapidité. 6 voies complètes au lieu de 4. Des voies réservées aux poids lourds. Les camions quittant Windsor n'auront plus à traverser la ville pour accéder au réseau autoroutier américain. Ils pourront passer directement de l'autoroute 401 à l'Interstate 75 en un seul trajet continu. Ce ne sont pas seulement des voies plus rapides. Ce système aide les fabricants à planifier sereinement, gagner des heures sur les livraisons et économiser des milliers de dollars sur les camions immobilisés. Le véritable problème à tout poste frontière, c'est le traitement. Le pont international Gordie Howe a été conçu pour résoudre cela. Des points d'entrée tout neufs des deux côtés, 60 voies d'inspection, 16 voies de péage pour traiter tout le trafic entrant. Tout est conçu pour que les camions transportant les marchandises les plus précieuses continuent d'avancer. Rapidement, de façon prévisible et à l'heure. L'Ambassador Bridge, seulement 4 voies de circulation au total et une capacité douanière bien plus limitée. Le résultat, ce sont des files de véhicules et des heures perdues. Une fois que le pont Gordie Howe sera pleinement opérationnel, on estime que 850 000 heures d'immobilisation des camions seront économisées chaque année. Même les estimations les plus prudentes évaluent le temps moyen gagné à 18 à 20 minutes par passage frontalier de fret pendant les heures de pointe. Multipliez cela par des milliers de camions chaque jour, et l'impact est énorme. Des millions économisés, des livraisons accélérées, et des chaînes logistiques plus fluides dans la région. Mais le principal changement, ce n'est pas la rapidité, c'est le choix. Pour la première fois, les camions ont une véritable alternative, et cela brise le monopole du transport. Cette solution de secours élimine la peur. Un accident sur une travée ne paralyse plus les usines. Une fermeture pour réparation n'oblige plus à des détours de dernière minute. Un conflit social ou une alerte de sécurité ne paralyse plus le Midwest. Le pont Gordie Howe transforme le système et l'industrie manufacturière nord-américaine peut désormais rivaliser mondialement. Et pendant des décennies, le Midwest s'est battu avec un bras attaché dans le dos. Désormais, ce corridor commercial essentiel dispose d'une alternative solide, plus rapide, plus fiable et sous supervision publique. Tout le système peut désormais fonctionner différemment. Ce changement force la renégociation des contrats partout. La tarification monopolistique disparaisse face à la concurrence. La pression entraîne une baisse générale des tarifs de fret et des contrats plus intelligents qui rémunèrent la rapidité au lieu de facturer les retards. Les entreprises transportant des marchandises d'une valeur de plusieurs milliards gagnent en autonomie, au lieu de suivre les ordres d'un seul pont. Chaque fabricant observe rapidement la différence sur son résultat net. Par exemple, les grandes usines d'assemblage automobile peuvent perdre des dizaines de milliers de dollars par minute si un retard au pont bloque les expéditions. Cela montre pourquoi un deuxième pont géré publiquement, plus rapide, plus solide et conçu pour absorber un fort trafic de marchandises est essentiel. Des voies supplémentaires et des itinéraires de secours transforment le pont d'un goulet d'étranglement vulnérable en un système maintenant le Midwest opérationnel, même en cas d'imprévu. Le pari de la dernière décennie était que l'industrie manufacturière américaine redeviendrait compétitive grâce à des chaînes d'approvisionnement locales, connectées et fiables. Le pont Gordie Howe tient cette promesse. Il réduit les coûts autrefois jugés normaux et raccourcit les délais de livraison, auparavant prolongés par des marges de sécurité. Il transforme les minutes gagnées à la frontière en millions sur les chaînes de production. Chaque fournisseur qui alimente les 3 grands y gagne en marge. Chaque transporteur déplaçant les pièces gagne en efficacité. Chaque acheteur qui reçoit un véhicule, un appareil électroménager ou une machine fabriquée dans le Midwest paie un peu moins cher parce que le système gaspille moins. Les usines qui devaient autrefois organiser toute leur production autour d'un goulot d'étranglement sous contrôle privé peuvent enfin tourner à plein régime. Ce commerce bilatéral massif repose sur des ponts, des tunnels, des ports, des voies ferrées, des autoroutes, principalement construits pour une économie plus petite et plus lente. Pendant des décennies, le système a pris du retard, le commerce a explosé avec l'ACEUM, les chaînes d'approvisionnement sont devenues si intégrées que la frontière a pratiquement disparu pour de nombreuses industries. Pourtant, points de passage, postes de douane et autoroutes sont restés figés. Le système était dépassé, mais il se modernise maintenant. Le corridor Detroit-Windsor est l'exemple le plus clair et le plus coûteux, mais ce n'est pas le seul. L'Ambassador Bridge a supporté la charge parce qu'il le fallait.
pas parce qu'il était exceptionnel. Que se passe-t-il lorsque la colonne vertébrale reçoit enfin la mise à niveau dont elle avait besoin il y a 20 ans ? Tout le système commence à fonctionner différemment. Des délais de livraison juste et à temps plus serrés deviennent réalisables. Les coûts d'inventaire bloqués par les lenteurs à la frontière commencent à diminuer. Les réseaux logistiques peuvent planifier avec confiance au lieu de prévoir des solutions de secours. La robustesse remplace la faiblesse. Il y a beaucoup à gagner ici. Le Midwest peut désormais rivaliser mondialement au lieu de se battre contre sa propre organisation. Ce nouveau poste frontière est la preuve de ce qui se passe lorsque l'infrastructure commerciale nord-américaine rattrape enfin les volumes qu'elle transporte. Toute l'artère manufacturière nord-sud, du cœur industriel des Grands Lacs jusqu'au Golfe, devient un peu plus directe, un peu plus robuste et plus compétitive. Un seul pont prouve ce qu'un investissement proactif peut accomplir. La grande question est de savoir si l'Amérique du Nord pourra construire le prochain pont avant que la prochaine crise ne frappe. Ou attend-elle toujours que tout s'effondre ? Les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Canada ne cessent de croître. De plus en plus d'entreprises rapatrient leurs usines plutôt que de les délocaliser. Chaque nouvelle usine entraîne plus de camions sur les routes. Sans amélioration, la congestion augmente. Sans réparation préventive, il pourrait y avoir des ralentissements qui nuisent à l'emploi, aux usines et à la concurrence avec d'autres pays. Le pont Gordie Howe illustre ce qui se produit quand le pays prend les devants face aux problèmes. Un pont, c'est un début, pas la fin. Jusqu'ici, on attend généralement que la douleur devienne insupportable. Ignorer, puis se débattre avec des procès, des blocages politiques et la résistance du secteur privé jusqu'à ce qu'une quasi-crise force à agir. Les retards coûtent des milliards et menacent des emplois. Le pont Gordie Howe illustre ce qui arrive quand on investit avant que tout ne casse. Fournisseurs, logisticiens et acheteurs gagnent en flexibilité, car un point de blocage critique n'est plus l'unique maillon faible. Avec des péages fixés nettement plus bas que ceux de l'ambassadeur et un programme de réduction en place, la concurrence va changer la donne pour les transporteurs. Ces traversées plus rapides et le contrôle public affaiblissent l'ancien monopole, obligeant à offrir un meilleur service et de meilleurs tarifs partout. Prenez le Ford F-150, le pick-up le plus vendu aux États-Unis, fabriqué à Dearborn, dans le Michigan. Sa chaîne d'approvisionnement est une danse transfrontalière. Les blocs moteurs sont fondus en Ontario, usinés au Michigan, puis remontent pour le sous-assemblage. Les transmissions et d'autres composants traversent souvent la frontière entre 4 et 7 fois avant l'assemblage final. Avant le pont Gordie Howe, les équipes logistiques ajoutèrent des marges de sécurité, contournaient les embouteillages connus, et vivaient avec le risque qu'un seul accident, une réparation ou une alerte de sécurité puisse arrêter la chaîne. Le corridor est désormais fiable, une solution de rechange existe désormais, il y a enfin un choix. Ce changement importe plus que le nombre de voies ou les statistiques de péage. La transition vers les véhicules électriques augmente les enjeux. Un bloc moteur de F-150 ou une pièce emboutie en acier peut patienter des heures sans souci. Les packs de batteries de véhicules électriques ne le peuvent pas. Les cellules lithium-ion sont très sensibles aux changements de température et aux délais. Les camions transportant des cellules depuis les gigafactories de l'Ontario ne peuvent pas se permettre de longs retards. En cas de tempête glaciale en février ou de forte chaleur en juillet, les systèmes thermiques des remorques sont mis à rude épreuve. Dans la course à l'électrification des véhicules, le pont Gordie Howe permet aux usines du Midwest de rester compétitives. Maintenant, la production est un flux continu de composants pour véhicules électriques. Une cargaison compromise par la température ne fait pas que faire perdre du temps. Elle peut détruire des millions en stock de grande valeur avant même d'atteindre la chaîne de montage. Le nouveau pont maintient tout l'écosystème viable, permettant aux cellules, modules et blocs batteries de circuler sans encombre au lieu d'être bloqués à l'ancien point d'étranglement. Il s'agit de savoir si la Rust Belt restera un acteur dans le prochain siècle de production de véhicules. Le pont Gordie Howe ne se contente pas de réduire le temps de trajet, restaure la fiabilité de l'axe industriel des Grands Lacs et maintient les chaînes d'approvisionnement locales à forte valeur ajoutée. Pendant des décennies, un quart du commerce entre les États-Unis et le Canada dépendait de la décision d'une seule famille. Cette époque est révolue. La question est de savoir si l'Amérique en tirera des leçons à l'avenir. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir d'autres vidéos similaires, abonnez-vous et activez les notifications, cela compte vraiment. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur Mapak.